Michel Barnier a utilisé le 49.3 pour essayer de faire passer son budget et on va probablement avoir une censure du gouvernement demain. Michel Barnier va très probablement tomber et le FMI se rapproche de plus en plus de nos portes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller vous intéresser à la boutique DME. Il va probablement y avoir quelque chose qui vous intéresse. Et en plus, en ce moment, je vous fais une réduction de 25% sur toute la boutique, plus la livraison offerte. Lien dans la description et je vous en parle en fin de vidéo. Bref. Michel Barnier a donc utilisé le 49.3 pour essayer de faire passer le budget de la sécurité sociale. Et comme il a touché aux retraites dans ce budget, il se prend une motion de censure, en fait une double motion de censure, une qui vient du RN, mais la gauche a dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure du RN, et l'autre qui vient de la... C'est bon, voilà, c'est des tergiversations politiques. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun Français qui en a quoi que ce soit à foutre. Donc ils disent, oui, on ne votera pas la motion de censure du RN. On s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout. Tout le monde a compris que c'était des basses manœuvres politiques, donc on s'en fout. Et la gauche aussi va mettre une motion de censure, et là, le RN va la voter. Donc voilà, ce qui va probablement faire tomber Michel Barnier, parce que quand on regarde l'Assemblée nationale, si vous prenez le NFP plus le RN, c'est ce qu'a fait Serfia, eh bien, vous voyez qu'on est à la majorité de l'Assemblée nationale, 332 sièges. Donc, la censure devrait être votée et Michel Barnier devrait tomber demain. Et donc, voilà, on aurait le cher Michel Barnier qui devrait tomber. Son budget de l'Assemblée nationale, fouf, disparaît. L'ensemble du budget, pouf, disparaît. Et il faut trouver un nouveau Premier ministre, un nouveau budget. Et en attendant, il n'y a pas de shutdown. Donc, pour tous ceux qui... Vous savez, on essaie de nous faire croire que si Michel Barnier tombait, il y aurait des pluies de grenouilles, la Seine se transformerait en sang, on aurait les premiers-nés de chaque famille mourraient. Enfin, on est vraiment dans les 7 plaies d'Égypte. Bon, en fait, il ne se passera rien parce qu'on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas de shutdown. Et donc, si le budget n'est pas voté, on se retrouve tout simplement avec le budget de 2024 qui est reconduit d'un an. Donc, c'est pas idéal, c'est pas très bon, c'est même vraiment pas très bon puisqu'il est en déficit de 7%. Donc, c'est vraiment pas très bon, mais c'est pas non plus la catastrophe exceptionnelle, surtout que le budget Barnier, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est juste n'importe quoi. J'ai pu le dire dans plusieurs vidéos. Donc, à la limite, Michel Barnier, voilà, il saute. En principe, hein, demain, on verra bien, ça peut changer, mais il y a peu de chances que ça change. Et évidemment, tout le monde se met, notamment Gabriel Attal, notamment toute la Macronie, se met à hurler aux irresponsables, les irresponsables qui vont voter la censure, et notamment ils ont tous les jumelles sur le RN. Le RN est irresponsable, ils vont voter la censure. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne trouve pas que ce soit irresponsable pour une raison bien simple. Le RN avait demandé des choses et à chaque fois, on peut dire qu'il s'est fait humilier. Et à chaque fois, on lui a dit non. Et c'est le premier parti de France. Hein, le NFP, c'est un conglomérat de partis. Ce n'est pas un seul parti. Donc, le RN est le premier parti de France, mais il n'a aucun poste à responsabilité, ni dans le gouvernement, ni à l'Assemblée nationale. On lui a refusé tous les postes. Derrière, Marine Le Pen a essayé de négocier avec Barnier. Barnier a dit non. Bon, après, s'ils prennent une censure, ils prennent une censure. Moi, je ne trouve pas ça délirant. Je vais vous faire écouter quelque chose que j'ai entendu dans ce sens-là et qui me semble très bien. Regarde, il y a eu la dissolution, mais la dissolution,
On a compris pourquoi Emmanuel Macron l'a fait. C'est qu'Emmanuel Macron pensait qu'il allait se refaire une légitimité en faisant une dissolution ratée. Il a explosé le régime. Et ce qui s'est passé ensuite, il faut jamais oublier le ressentiment quand même en politique. Le lendemain de c'est la seule règle d'airain, loi d'airain qui mais justement, si on reprend, regardez juste la chronologie, le lendemain de l'élection, de résultat, on a donc le RN qui est premier parti d'opposition. Et au nom des valeurs démocratiques, ils font un front républicain au Parlement et ils s'assoient sur les valeurs démocratiques. Ils n'ont aucun poste, pas de vice-présidence, pas de présidence de commission. Première humiliation. Ensuite, vous avez sur la négociation du budget, on a Laurent Wauquiez qui sort d'une réunion avec Barnier en disant « Youpi, j'ai gagné 500 millions ». C'est une victoire. Côté Marine Le Pen, quand elle négocie, c'est pas une victoire, c'est un échec. Et ensuite, vous avez le réquisitoire du procès, faut pas l'oublier. Donc, dire quand vous avez la tête sur le bio, humilier le bourreau, c'est pas forcément la meilleure astuce. Ensuite, concernant la responsabilité, conseil à retenir. Vaut mieux éviter de lui titiller le rouston quand il y a la hache à côté. Voilà. Sinon, ça part direct et ça coupe mal après. Ensuite, vous avez aujourd'hui, on a le Mozart de la finance qui s'est présenté comme ça et qui aujourd'hui chante les requiem en expliquant, bah non, en fait, c'est la faute de Marine Le Pen. Sauf que, a priori, c'était pas au gouvernement. Et même quand Michel Barnier est arrivé, il a dit oh, il y a un petit problème, c'est que par rapport à ce qu'on m'a annoncé, il y a un trou encore plus grand. Derrière, il y a une enquête en cours pour savoir où est-ce que sont passés les milliards. Et aujourd'hui, on vous dit, pour essayer de combler ce trou, donc qui est en responsabilité du précédent gouvernement et le précédent gouvernement, je vous rappelle que c'est Jupiter, on va faire quoi ? On va lever des impôts. On va lever des impôts. Il n'y a plus le choix, donc on va vers la censure. Encore une fois, il n'y a pas d'économie. Donc là, comment voulez-vous que Marine Le Pen justifie une non-censure, sachant qu'elle se retrouve avec un chantage. On lui explique que le seul moyen de sortir de la mouise dans laquelle nous sommes mis nous-mêmes, c'est de lever encore plus d'impôts. Tout se joue à la censure. Et donc, voilà, moi, je comprends que le RN vote la censure. Le NFP, bon, c'est logique. Les socialistes, on ne sait pas trop, mais parce que les socialistes sont en partie macronistes, mais sauf que les socialistes qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils doivent leur poste à Jean-Luc Mélenchon, donc ils voteront ce que demande Jean-Luc Mélenchon. Le LFI, c'est normal qu'il vote la censure, il a toujours voté pour ce genre de choses, c'est son but. Et le RN, je suis désolé, mais à force alors le journaliste dit l'humilier, mais à force de leur casser les pieds, forcément, ça finit mal. Ça finit mal. Je veux dire, il faut aussi savoir discuter en politique. C'est pour ça qu'on fait de la politique, en principe. C'est parce qu'on aime discuter avec les gens. Et du coup, c'est vrai qu'on se pose, nous, de graves questions. Parce que bon, Barnier, je vous rassure, lui, il va arrêter de bosser et je vous ai montré, il va toucher 29 000 € de retraite par mois. Donc c'est cool. Demain soir, il est à la retraite et il touche 29 000 € par mois. Donc ne vous en faites pas. En plus, il va toucher les centaines de milliers d'euros que touchent tous les anciens premiers ministres français. Il aura été 1 mois et demi Premier ministre et il va toucher jusqu'à la fin de sa vie, en plus des voitures avec chauffeur, des secrétaires, des bureaux qui lui seront payés gratuitement par vous, hein, par vos impôts. J'espère que vous êtes content de vous lever très tôt pour permettre à Michel Barnier d'avoir des voitures avec chauffeur, etc. Bon, peu importe. Donc Barnier, tout ira bien pour lui. Par contre, pour nous, le FMI commence sérieusement à se rapprocher. Et ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer très sérieusement. Et je vais vous faire écouter quelque chose que disait Cyril Hanouna, et je suis assez d'accord avec lui. Alors lui, il lui dit plutôt dans le sens, mais du coup, il ne faudrait pas la censure. Moi, je pense qu'il faut la censure, parce que moi, je comprends qu'il y a la censure. Et je vous dirai un peu ce que je pense de ce budget, mais tout à l'heure. Cyril Hanouna dit non, mais il ne faut pas la censure, parce que là, on va rentrer dans quelque chose de terrible. Oui, on va rentrer dans quelque chose de terrible. De toute façon, on serait rentré dans quelque chose de terrible. Donc, il faut, il faut vraiment, vraiment l'accepter. Je vous fais écouter ce qu'il disait et ce qui me semble assez juste. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va changer pour les Français ? Et ce que ça va changer pour les Français, c'est que ça va encore les foutre encore plus dans une situation critique. Puisque ça veut dire pas de décision prise encore, pas de budget. Puisque... Oui, mais Cyril, il n'y avait pas de décision de prise. C'est tout ce que je reproche, moi, à ce budget. C'est que c'est du vent. Du vent.
Je vais en parler dans 2 minutes, mais il n'y a pas la moindre économie. Il n'y a pas la moindre économie. La seule chose qu'on fait, c'est d'augmenter les impôts. C'est du rabotage de gribouille. Donc, il n'y avait pas de décision. Et Barnier, je suis désolé, mais Barnier, je l'ai dit, dès qu'il a été nommé, je vous ai dit, Barnier, c'est clairement le centre mou. C'est vous savez, l'homme qui suit le vent, la volonté de feuille morte, l'homme du compromis, l'homme qui certainement ne fera rien. Et regardez son budget, c'est rien. Rien. Rien du tout. Plus 300 millions au ministère de la culture. Plus 300 millions à la culture. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de mettre plus d'argent dans des films de merde que personne ne va voir. C'est ça dont doivent se soucier les Français. Ouvrir un musée supplémentaire. C'est ça qui va changer la donne. Un musée supplémentaire. Ou 2. Barnier, je l'ai toujours dit, c'est l'homme de la non-décision. Et il a été à ce poste à cause de ça. Donc, il n'y avait pas de décision de prise de toute façon, Cyril. Je suis désolé. Que budget de 2024. Donc oui, on va réutiliser le budget de 2024. Ça, c'est pas top, c'est vrai, mais le budget qui était prévu était minable. On va en parler dans 2 minutes. Minable. Aujourd'hui, ça veut dire un pays complètement figé. Aujourd'hui, sachez-le, on est dans une situation qui va être bien plus dramatique que celle de la Grèce. Voilà, c'est vrai, parce que la Grèce, quand elle est tombée, vous savez, quand vous tombez, si vous tombez de pas très haut, vous vous faites mal, mais ça va. Si vous tombez de très haut, là, les dégâts sont beaucoup plus importants. Et la France, aujourd'hui, chaque jour qui passe, la France, ça devient extrêmement compliqué. Sachez que là, la chute du gouvernement va avoir des répercussions très très importantes sur les marchés financiers et aujourd'hui sur les taux d'intérêt, etc. Et derrière, c'est pas eux qui vont être impactés, c'est les Français. Les Français qui vont être encore impactés, le quotidien des Français. Et moi, je suis très inquiet pour les Français, sachez-le. Et je me dis, c'est quand même fou parce que on a l'impression vraiment que chacun pense à 2027, aux élections présidentielles de 2027. Quelles sont les stratégies, les bonnes stratégies pour peut-être être élu en 2027 et le problème, c'est que les Français, 2027, c'est très loin pour eux. Les Français, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'ils se lèvent le matin avec la boule au ventre. De se dire, est-ce que je vais pouvoir faire Noël? Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants demain ou ce week-end? Donc 2027, c'est bien, mais la situation des Français, elle est catastrophique au quotidien. Et je pense très fort à tous ceux qui nous regardent. Sachez-le, c'est incroyable de voir ce qui se passe actuellement. C'est fou. Bon, j'ai un espoir, moi. Le seul espoir que j'ai, c'est pas dans les décideurs, c'est dans les Français. Parce que les Français, ils ont une résilience incroyable et ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui veulent s'en sortir. Et je pense que les seuls qui peuvent sauver la France, sachez-le, je ne compte pas du tout sur les politiques. Alors, je compte pas non plus du tout sur les politiques, mais vous voyez, Agnès Verdier-Molinier disait « Ceux qui veulent voter la censure doivent avoir en tête qu'ils seront donc potentiellement responsables d'une attaque de la dette française, d'une récession et d'un potentiel intervention du FMI en France. » Et Agnès Verdier-Molinier a parfaitement raison là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec elle. On risque d'avoir une attaque de la dette française. C'est vraiment maintenant, là, c'est trigger warning. Hein, on risque vraiment d'avoir une attaque de la dette française. Vous savez que vendredi, il y a une agence de notation qui n'a pas baissé. On est resté à A-. Elle devait donner sa note. Elle nous avait baissé il y a 6 mois. Elle ne nous a pas baissé là. Mais elle ne nous a pas baissé parce que actuellement les agences de notation sont pétrifiées. Parce que la première qui nous baisse, elle fait exploser le système. Mais tout de suite. C'est-à-dire que en dessous de AA-, il y a A. Et A, il y a énormément de fonds d'investissement qui n'ont plus le droit d'investir dans notre dette. Ils ont le droit d'aller jusqu'à AA. Voilà. Donc AA-, ça fait partie des AA. Si on passe à A, c'est terminé.
Ce qui veut dire que immédiatement vous avez la dette française qui explose, enfin les taux d'intérêt de la dette française qui explose. Il y a une attaque sur la dette française immédiate. Et c'est pour ça qu'on ne nous a pas baissé vendredi dernier. C'est pas que notre situation aille mieux. Pas du tout. Ou alors, enfin, celui d'entre vous qui me dit non, c'est parce que tout va bien, il faut se réveiller. C'est que vous êtes parti en hibernation depuis beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas du tout ça. C'est juste que les agences de notation sont pétrifiées en se disant mais le premier d'entre nous qui bouge, il lance un tel cataclysme que on peut pas se permettre ça, quoi. Ça peut pas être nous qui faisons ça. Et Agnès a raison tout à fait à dire qu'on se rapproche de plus en plus de la potentielle intervention du FMI. Ça, c'est clair. Mais je vous le dis depuis longtemps. Pour moi, la solution de la France, c'est le FMI. On n'a pas un homme politique, pas un, qui est capable aujourd'hui de porter les mesures qu'il faut porter pour rétablir la France. Ce sont des mesures à la Milei. Il n'y en a pas un qui en est capable. Parce qu'ils sont tous co-responsables du système tel qu'il est. Parce qu'ils ont tous fait les mêmes études, tous suivi le même cursus, tous ont la même méthode de pensée qui nous ont amenés, après 50 ans, à la catastrophe dans laquelle on est. Notre solution, notre unique chance, c'est le FMI. Mais ça va nous faire très mal. Ça va faire très mal aux Français. Le FMI, ça veut dire de manière très claire que les pensions de retraite vont être gelées, voire baissées. Le FMI, ça veut dire de manière très claire que toutes les aides de type RSA, etc., c'est terminé. Il y a peu de chances que le FMI augmente les impôts parce qu'on est déjà au maximum, mais par contre les dépenses, il va sabrer. Et la première dépense de l'État au sens large, c'est les retraites. La deuxième dépense de l'État au sens large, c'est la sécurité sociale. Ce qui englobe, alors les soins de santé, mais ce qui englobe surtout tout ce qui est RSA, aide sociale, etc. Tout ça, ça va sauter. Ça va faire extrêmement mal, surtout qu'on est tous les Français sont drogués à la dépense publique. Tous les Français reçoivent leur petit chèque. Et du coup, ça va être très douloureux. Mais contrairement à ce que dit Agnès Verdier-Moulinier ou à ce que disent actuellement les hommes politiques comme Gabriel Attal ou d'autres, le responsable, ce n'est pas celui qui va voter la censure. Les responsables, c'est 50 ans d'incurie politique. C'est 50 ans de déficit. C'est le record. Aucun autre État n'a fait 50 ans de déficit cumulé. C'est 50 ans d'hommes politiques qui refusent d'être responsables et qui ne fait que refiler la patate chaude au suivant, en bénéficiant, lui, d'énormément d'avantages. J'ai fait des vidéos déjà pour montrer tous les avantages des ex-premiers ministres. Le responsable, ce n'est pas celui qui vote la censure aujourd'hui. Le responsable, c'est l'ensemble de ces gouvernements qui nous ont envoyés dans le mur. Et je pense particulièrement au gouvernement depuis François Hollande. Parce que depuis François Hollande, alors là, c'est festival. Festival. Et c'est encore plus festival avec Emmanuel Macron. Où là, on dépense des sommes, mais titanesques. On se permet de paumer 50 milliards. On en est au point où il y a des commissions d'enquête pour essayer de comprendre où sont passés ces 50 milliards. Comment ça se fait qu'il y ait eu un tel trou dans le budget? H16, je le cite parce que je l'aime bien, on se suit mutuellement sur Twitter. La France sous tutelle du FMI en cas de chute du gouvernement Barnier. Les responsables ne seront pas ceux qui votent la censure, dont on se fout en réalité, mais les 50 années de budget déficitaire et d'enfilade de gouvernements, tous plus indigents les uns que les autres. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je pense que c'est notre chance, le FMI. Parce que, oui, le FMI qui arrivera en France, ça ferait extrêmement mal. Extrêmement mal. Si vous êtes retraité, votre retraite serait gravement atteinte. Si vous touchez des aides sociales, ça va être dur. Si vous êtes fonctionnaire,
attendez-vous à ce que la fonction publique soit largement dégraissée. Donc ça ferait extrêmement mal. Mais, encore une fois, il vaut mieux prendre un grand coup une fois, une seule fois, un énorme coup sur le beignet, et qu'après ça reparte, et que tout le monde soit tranquille, plutôt que de se faire massacrer petit à petit, comme ça arrive depuis de nombreuses années. Vous vous faites massacrer, regardez votre pouvoir d'achat, regardez la taille que prend l'État en France. Vous faites massacrer depuis un nombre d'années impressionnant. Impressionnant. Regardez votre taxe foncière si vous êtes petit propriétaire. Sur les 10 dernières années, regardez à quel point tout ça part complètement en vrille. Vous faites massacrer petit à petit et pourtant aucun problème n'est réglé. Il faut peut-être mieux un énorme coup qui, oui, va nous faire très mal, mais après on repart. Après on repart. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Léo Dagan. La fameuse phrase de Léo Dagan que j'aime bien. Tout cramer et repartir sur des bases saines. Voilà. Alors, tout cramer, c'est pas joyeux. C'est pas merveilleux. Mais après, on repart sur des bases saines. Et l'arrivée du FMI, c'est ça. Tout cramer et repartir sur des bases saines. Mais je vois pas d'autre solution parce qu'honnêtement, il n'y a pas un Xavier Milei en France, quoi. Hein, on a le maire de Cannes, son nom est David Lisnard, qui est très bien, très très bien, qui serait très très bien. Mais chacun d'entre nous sait qu'il n'a aucune chance d'être élu président. Aucune. Donc il serait très très bien, c'est certain, mais il n'arrivera pas au pouvoir. Donc c'est pas la peine non plus de se casser la tête et de se taper la tête contre le mur. Il n'arrivera pas au pouvoir, c'est tout. Peut-être dans 10, peut-être dans 15, peut-être dans 20 ans, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc la seule solution que je vois, que je trouve, c'est le FMI. D'un point de vue économique, hein. Après, on est d'accord, il n'y a pas que des problèmes économiques en France, il y a d'autres problèmes que les problèmes économiques en France, mais je pense, d'une part, qu'avec l'économie, on va régler beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si vous arrêtez de financer, par exemple, des aides pour les migrants, si vous stoppez le financement des aides pour les migrants, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de migrants parce que ils vont déjà avoir beaucoup moins d'incitation à venir. Donc c'est la première chose. Donc ça va régler une partie des problèmes liés à l'immigration. Si vous arrêtez de subventionner des RSA, des gens qui n'en branlent pas une et qui ne sont que des tiques sur votre dos, eh ben, vous allez les remettre au travail. Et vous allez aussi calmer un certain type de délinquance qui est lié uniquement au désœuvrement. Donc je pense que l'économie peut aider quand même à régler pas mal de problèmes de notre société. Mais ça ne réglera pas tout. Ça ne réglera pas tout, mais là, on parle du budget. Donc le budget, je parle d'économie. Après, pour le reste, on verra. Mais pour le budget, en tout cas, le FMI pourrait remettre déjà la France sur les rails. Après, sur le reste, il faudra autre chose. Et pourquoi je parle de... Alors, on pourrait m'objecter, oui, mais enfin, pas avoir de budget quand même, avoir le FMI, c'est chaud, c'est compliqué. Mais regardez, de toute manière, on l'aurait eu. Moi, je vous en parlais en regardant le budget de notre cher monsieur Barnier. Je vous disais, mais de toute manière, ce budget, c'est n'importe quoi. On continue à être des paniers percés, à donner du fric partout, partout, sauf aux Français. C'est-à-dire que on donne du blé à tout le monde, mais on va dérembourser certains de vos médicaments. On donne du blé à des pays étrangers, même là je ne parle même pas d'étrangers en France, je parle de pays étrangers, ça on leur donne du fric à ne plus savoir qu'en faire, mais notre budget à nous n'est pas équilibré. Bon, bah, je suis désolé, le budget qui était adopté, c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je vais vous faire écouter ce que disait Pascal Praud, c'est Fred Le Gaulois qui a mis ce tweet, mais je trouve que c'est assez juste. Alors, quelles économies il y a dans son budget ? Là, il y a précisément, il n'est pas revenu sur... Oui, mais c'est sur les retraites, ça. Quelle économie tu fais dans le budget de fonctionnement ? C'est-à-dire, vous voyez, les économies, excusez-moi, je vais vous le remettre, mais les économies, c'était vous. Hein, on avait piqué sur les retraites, on allait dérembourser certains médicaments, mais on continuait à filer du fric à plein de gens qui n'étaient pas vous. C'est-à-dire que
Les économies, c'était pour les Français. Par contre, faire le beau et continuer à donner du fric à l'Algérie, etc., ça, il n'y avait pas de problème. On pouvait continuer. Alors, quelles économies il y a dans son budget? Bah, là, il y a précisément, il revenait, il n'est pas revenu sur... Oui, mais c'est sur les retraites, ça. Quelle économie tu fais dans le budget de fonctionnement? Naturellement. Le coût de l'État. Tu donnes de l'argent à l'Algérie, tu donnes de l'argent à la Chine, tu donnes de l'argent à des pays dont tu n'as absolument rien à faire. Moi, Tu donnes de l'argent à ces autorités administratives indépendantes. Non, mais je ne défends pas le budget de Michel Barnier. À quoi servent en France des autorités administratives indépendantes? On est d'accord, c'est un mauvais budget. Alors, quelles économies il y a? Donc voilà, est-ce qu'il fallait voter un mauvais budget? Moi, je pense que si le budget est catastrophique, on n'a pas à le voter. Et la censure me semble pas mauvaise, quoi. Ouais, ouais. Ça précipite les choses, c'est vrai, mais on en est là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme dit The Clint, voilà, je vais remettre The Clint, un gouvernement qui ne prévoyait aucune économie mérite de tomber. Mais je suis totalement d'accord avec The Clint là-dessus. Je suis désolé. Il ne prévoit aucune économie, aucune, mérite de tomber. Il fallait faire vraiment quelque chose sur l'argent que l'on donne à l'Algérie et à la Chine. L'Algérie est grande et fière, elles n'arrêtent pas de nous cracher la gueule. Eh ben, très bien qu'elle se débrouille. La Chine n'a pas besoin des centaines de millions qu'on lui donne. Ils s'en fichent. Bon, ben, on leur donne pas, puis c'est réglé. Les 1200 agences, je vous ai dit, c'est plus de 80 milliards. Plus de 80 milliards pour 1200 agences, bah, tu supprimes tout ça d'un trait de plume. Hop. Et s'il y a 2, 3, 4 agences vraiment utiles, très rapidement, tu fais un apercevoir, tu les remets en route. Mais à mon avis, il n'y en a aucune d'utile. Tu vires tout ça. Tu te casses pas la tête. Tu n'as pas à te casser la tête sur ce genre de choses. Je vais vous faire écouter aussi. Il y a beaucoup de sons, je sais, mais je trouvais ça intéressant. Et le vrai problème pour moi, c'est qu'il est très difficile de monter aux étatistes, qui sont quand même, toutes tendances confondues, responsables de la situation dans laquelle nous sommes, de trouver les solutions. Alors, ça fait réagir autour de la table. Ce sont des solutions d'une sorte de bric-à-brac, comme dans le budget d'ailleurs, une sorte de bric-à-brac, des idées qui traînent. Et le vrai problème... Et je suis parfaitement d'accord avec Alain Madelin. Vous n'avez que des États... C'est pour ça que je vous dis que c'est le FMI qui nous sortira du problème. C'est le FMI qui réglera le problème. Parce que ce sont tous des étatistes. Tous. Il n'y en a pas un qui ne soit pas un étatiste. C'est tous des étatistes et c'est l'État qui nous tue petit à petit. Donc, ça ne sert à rien d'espérer une solution venant d'eux. Quand ils font un budget, ça ne sert à rien d'espérer un budget qui soit bon. Parce qu'ils sont totalement noyés dans leur idéologie de il faut que l'État soit là. Vous voyez, un exemple qui m'avait marqué, moi, on a eu le procès de cette femme, vous savez que, excusez-moi, le nom m'échappe, je crois que c'est Muriel Pellicot, dont le mari l'a droguée et l'offrait à des hommes rencontrés sur Internet. Bon, c'est innommable. C'est innommable et cet homme doit finir ses jours en prison. Mais vraiment ses jours en prison. Je pense qu'il ne doit plus revoir la lumière du soleil. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Mais, tout de suite, Michel Barnier nous dit « Ah ben, je vais construire une maison de la femme dans chaque département. » Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il n'y a pas dans chaque département un détraqué total qui drogue sa femme pour l'offrir en pâture à des gens rencontrés sur Internet. Cet homme est un malade, j'aime pas ce mot-là, mais qu'il faut mettre en prison toute sa vie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut construire une maison de la femme dans chaque département. Vous vous rendez compte du coût? Du coût. Et le même Michel Barnier nous dit, ben en plus, la sécurité sociale, maintenant, va rembourser tous les kits de dépistage des drogues pour les femmes. Vous savez, des drogues voilà, de soumission sexuelle. Mais enfin, mais c'est un cas.
pardon, c'est un cas. Ah, voilà, c'est un cas. Je suis désolé, je suis toujours perdu avec ma caméra. Mais c'est un cas qui arrive, qui est catastrophique. Mais on va quand même pas, à cause de ça, se mettre à engager des dépenses de l'État. Le cas a été traité puisqu'il a été détecté, puisqu'il va en tôle. Derrière, la justice frappe un énorme coup et ça va dissuader les autres couillons, les autres criminels, de faire ce genre de choses. Évidemment, s'ils se retrouvent libérés dans 2 ans, on va dire, OK, c'est la fête. Mais si ils finissent ses jours en prison, ça va calmer plus d'un quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des dépenses d'État. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ces gens sont drogués à ça. Il arrive quelque chose quelque part dans le monde, en France, qui en plus est effectivement sanctionné. Ça a marché. Puisque les tribunaux sont intervenus puisqu'il va en prison. Enfin, il va aller en prison. Donc, la réponse de l'État, elle est là et elle est déjà faite. Il n'y a pas besoin de construire. Mais ils ont besoin, pour leur image, pour je ne sais quoi, d'ouvrir une maison par département. On ne peut pas avoir de solution avec ces gens-là. On n'arrivera pas à avoir de solution avec ces gens-là. Ils sont drogués à la finance publique. Ils sont certains, absolument certains, que tout passe par l'État. Que tout doit passer par l'État, que l'État doit absolument tout faire. Ce sont des étatistes. On n'y arrivera pas parce qu'ils enchaîneront les petites dépenses. Alors évidemment, on me dira non, mais la dépense de Michel Barnier sur le remboursement de l'assurance maladie, ça, c'est pas grand-chose, ça fait pas beaucoup de sommes. Mais attends, mais ça fait pas beaucoup de sommes. Mais on rajoute les petites sommes les unes aux autres. D'abord en assurance maladie, je rappelle qu'on est en train de dérembourser des médicaments. Déjà. Et qu'elle est déficitaire. Et parce que tout d'un coup, il y a eu la culture woke, on s'est mis à rembourser les opérations des hommes qui voulaient devenir des femmes et des femmes qui voulaient devenir des hommes. Et j'ai passé une vidéo où, sur 150 000 euros pour changer son physique, un transsexuel s'est vu rembourser 140 000 euros sur nos impôts. Parce que c'était la mode des woke. Et tout d'un coup, il y a le procès là, de Gisèle Pelicot et hop, on va créer une maison de la santé. Et puis demain, ça sera quoi? Il se passera un autre truc et hop, on va créer un autre machin administratif. Donc oui, le coût n'est pas énorme. Mais ça se rajoute à un autre coût, à un autre coût, à un autre coût, parce qu'à chaque fait divers, l'homme politique ou la femme politique va se sentir obligé d'annoncer une grande mesure qui va être catastrophique. Donc oui, je suis d'accord avec Anna Mandelin, on n'arrivera jamais à s'en sortir avec ces gens-là. Jamais. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, que le FMI intervienne. Parce que on n'a pas la classe politique qui ait l'intelligence, la capacité à faire ce qu'il faut faire. Alors le FMI, ça sera extrêmement dur, mais ça sera une fois et après ça repartira. Et vous voyez, je vous ai parlé d'une lente agonie. La France décroche complètement. Mais elle décroche depuis les années 90. C'est-à-dire depuis 1990, on est lentement en train de décrocher, en train de s'effondrer. Et votre pouvoir d'achat, parce qu'il faut comprendre que quand je dis la France, je m'en fous de la France, moi ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai à la fin du mois. Eh bien, vous décrochez. Si la France décroche, vous décrochez. Il y a des cas exceptionnels qui font qu'ils arrivent à augmenter leur pouvoir d'achat, même dans un pays qui décroche. Mais ça veut dire que la moyenne des gens, elle, est en train plutôt de baisser. Et c'est ça le problème, c'est que la France décroche, donc la grande majorité de la population décroche. Et puis dessus, vous avez quand même un créateur d'entreprise de génie ou certaines personnes qui arrivent à s'en sortir. Ça, je ne le dis pas, mais en moyenne, on va décrocher. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Là, j'ai un tweet de Marc Toati qui vous montre à quel point on est en train de décrocher. Et qui vous montre cette pente douce qui s'accélère très nettement aujourd'hui, cette pente douce qui fait qu'on est en train de mourir. De la France depuis des années, je vous donne juste un chiffre très simple. En 1990, en termes de richesse par habitant, la France était 11e du monde.
c'était une belle position. Aujourd'hui, nous sommes 25e. Alors que des pays comme les États-Unis ou même la Belgique ont amélioré leur position. Donc nous, effectivement, on s'est déclassé. Et le pire, c'est qu'on a également en Europe, on a cessé de donner des leçons à tout le monde. Nous sommes, encore une fois, le seul pays qui ne respecte pas ses engagements en termes de réduction des déficits, réduction de la dette. On augmente. Le seul pays qui les augmente, et encore, l'année prochaine, ça sera encore pire. Le pays où il y a plus de déficit public, c'est effectivement aujourd'hui la France. Et en plus, on veut donner des leçons. Donc, c'est une passage. Et là, l'image qu'on donne, parce que moi, j'ai eu quelques investisseurs étrangers depuis quelques semaines, là, ils ne comprenaient pas au début ce qui se passait, donc ils n'étaient pas trop inquiets. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, gouvernement qui tombe, est-ce que Emmanuel Macron va rester, etc. Donc là, il commence à s'inquiéter et à se dire, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'acheter cette dette publique française ? C'est ça l'enjeu, qui devient dangereux. D'acheter la dette publique. Oui, c'est ça l'enjeu. C'est même pas d'investir en France. Oui, c'est On est très très loin d'investir en France. C'est ça, on en est très très loin, bien entendu, mais encore une fois, à la rigueur, comme vous l'avez dit, ce sont les investisseurs étrangers. Mais moi, je pense également aux Français. Un chef d'entreprise, pour investir, il faut de la stabilité, la visibilité, la stabilité fiscale. Quand on s'est amusé à augmenter les impôts, que c'était le concours Lépine des impôts à l'Assemblée nationale, tous les jours on voulait inventer un nouvel impôt, etc. Évidemment, c'est extrêmement dangereux. Impôt sur le sucre, nous avons même ça. Les bouteilles d'eau, etc. Bref, on s'en sort plus. Je veux dire par là, c'est que ça, c'est très dangereux. Et on voit bien que le gouvernement, il est pris à son propre piège. Enfin, l'État français au sens large. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que lui, par contre, l'État français, non, nous, on ne touche pas aux dépenses publiques. Ah non, ça non. Alors que vous savez d'où vient l'essentiel du déficit public ? Parce qu'on dit c'est les collectivités locales, etc. C'est complètement faux. 91% du déficit public depuis 10 ans vient de l'État français. C'est l'État qui dérape. Le fonctionnement de l'État. Et le fonctionnement, et les gaspillages, en veux-tu, en voilà. Et donc, c'est ça qui est dramatique. On demande aux Français de se serrer la ceinture, alors que les Français se serrent déjà la ceinture et souffrent déjà énormément, qu'ils soient entreprises ou particuliers, alors que l'État, là, nous, on ne fait rien. On ne veut même pas baisser un petit peu nos dépenses de fonctionnement. C'est inadmissible. Eric. Et je suis assez d'accord, voilà. Vous avez entendu Elisabeth Borne qui nous a dit que, elle comprenait que les Français souffrent et que les Français devaient faire attention et devaient faire ceci, cela, mais pas elle. Elisabeth Borne, elle ne veut pas qu'on touche à ses avantages d'ex-premier ministre. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça ? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que notre Michel Barnier, enfin maintenant, demain, Michel Barnier va prendre une censure. Il y a 90% de chances qu'il soit censuré, donc que le gouvernement saute, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer juste derrière ? Eh bien, on va écouter Marine Le Pen qui nous explique ça. Notre Constitution est claire. Lorsqu'il existe une crise politique grave, une crise institutionnelle, voire une crise de régime, le président de la République a 3 possibilités. Le remaniement, il faut s'interroger sur l'utilité au moment où un gouvernement ne pourrait être que minoritaire. La dissolution, cette arme il l'a déjà utilisée et il ne peut pas l'utiliser avant juin prochain, et sa propre démission. Ce sont les leviers que donne la Constitution, mais encore une fois, ceci relève de la décision et de la responsabilité du président de la République. Notre Constitution. Donc, il y a 3 possibilités. Soit Macron nomme un nouveau gouvernement, soit, mais effectivement, il est minoritaire, il peut passer parce que il n'est pas écrit, a priori, il n'est pas écrit dans les livres que le RN votera la censure de tout gouvernement qui se présente. Donc, ou alors il manœuvre, etc. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez doué en politique pour le savoir. Mais a priori, ils avaient mis des lignes rouges, comme ils ont été plus ou moins humiliés, notamment le dernier rendez-vous de Marine Le Pen avec Michel Barnier a été catastrophique. Bon, bah voilà, c'est pour ça qu'ils votent la censure. Mais le prochain, pas forcément. Donc, peut-être un remaniement, un nouveau Premier ministre qui choisira des ministres. Mais ça va être compliqué, hein. Je vous rappelle le sketch qu'on a eu la dernière fois. Puis qui a envie d'y aller, hein ? Honnêtement, qui a envie d'y aller, hein ? Parce que vous êtes à la fois... alors, la place est bonne, la soupe est chaude, mais
soit vous êtes à la tête d'un gouvernement dont le budget va être catastrophique, qui va l'an prochain, si le budget passe l'an prochain, va essuyer des tempêtes pas possibles parce que ça sera forcément un budget merdique. Parce que si vous faites des coups de hache ou de tronçonneuse à la Milei ou comme moi je le ferai, tous les députés vont vous censurer. Donc vous n'avez pas le choix, quoi. Vous êtes obligé d'avoir un budget merdique. Et budget merdique, l'an prochain, ça va être une catastrophe sur tous les plans. Donc il faudra porter quand même ce bilan. Donc qui a envie d'y aller, ça ne me semble pas évident. Et c'est ça ou la démission du président. C'est ça ou la démission du président. Et dans ce cas, le vote d'un nouveau Premier ministre. D'un nouveau président, pardon. On serait rappelé dans les urnes pour voter pour un nouveau président. Et je vais poser une question sur la partie communauté pour savoir pour qui les gens voteraient. Voilà, je vais mettre une question dans la partie communauté pour savoir pour qui voterait. Et comme ça, vous pourrez voir pour qui les gens voteraient, voir si LFI ou le Rassemblement national pourrait prendre la tête du pays. Ça m'intéresserait bien de savoir ce que vous en pensez. Donc on regardera ça. Mais passer dans la partie communauté. Le plus probable, c'est que Emmanuel Macron va jouer le remaniement. Parce que la soupe est bonne à l'Élysée, qu'il est cool, qu'il va faire ses voyages et tout. Il voit tout ce qui s'effondre. Mais il ne pouvait pas se représenter pour un 3e mandat, donc il s'en tamponne, coquillard. Et il va tout simplement rester là jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, il y a déjà des noms qui courent pour aller à la soupe. Alors, évidemment, il y a François Bayrou, mais François Bayrou, lui, il est candidat à tout. Donc, François Bayrou, tout ce qu'il veut, c'est un poste, un Marocain, etc. Donc, on va lui donner, que vous vous rendez compte, ce qu'aura été la carrière de cet homme. Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, peut-être Bruno Retailleau le plus sérieux, parce que Bruno Retailleau est bien aimé des électeurs RN, donc c'est difficile pour le RN de voter contre Retailleau. Du coup, de faire une censure contre Retailleau. Donc ça serait, par contre, à mon avis, Bruno Retailleau vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron l'aime beaucoup, donc c'est pas évident qu'il le prenne. Mais voilà. Renommer Michel Barnier, à mon avis, aucune chance. Gérard Larcher. Alors là, le patron du Sénat, alors à mon avis, Gérard Larcher, il est très très bien au Sénat, mais alors très très bien, je veux dire, il a une vie de rêve avec un minimum de travail. Je ne le vois pas du tout, mais pas du tout tenté par une place de Premier ministre telle que c'est actuellement. Hein. Il faudrait qu'il abandonne la présidence du Sénat, tout ça pour être Premier ministre, soit 2 ou 3 mois le temps de se prendre une motion de censure, soit en pleine tempête. À mon avis, ah, mais arrête, faut vraiment que je... Voilà. Non, voilà. Soit en pleine tempête. Donc, je pense que Gérard Larcher n'ira jamais à ce genre de choses. Bayrou, il est prêt à tout, donc lui, oui, il le prendra. Et Retailleau, à mon avis, c'est le candidat joker, mais qui plairait pas du tout à la gauche, mais qui, à mon avis, plaît suffisamment au RN pour être le seul qui ne prendrait peut-être pas une motion de censure. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le départ de Barnier, c'est plutôt une bonne chose et qu'il faut voter la motion de censure parce qu'il l'a bien cherché, parce que de toute manière, il nous amenait absolument nulle part, ce que moi je pense. Est-ce que vous pensez que le FMI est notre seule chance, ce qui est aussi ce que je pense économiquement, hein, notre seule chance économiquement, que tout le reste, on n'aura que des fragiles, que des mous du genou et qu'on ira tranquillement à la faillite si on continue comme ça. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va démissionner? Et dans ce cas, qu'il va y avoir de nouvelles élections? Alors ça, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse Retailleau? Dites-le moi aussi dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Donc le lien est dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Sur la boutique, vous avez ce nouveau logo. Il n'y a pas plus zen que moi. Vous avez la même chose en rouge, si vous prenez des choses sur fond blanc ou sur d'autres couleurs. Vous avez 7 logos.
7 logos différents. Vous avez 90 produits différents avec 7 logos différents. Vous avez certainement trouvé quelque chose qui vous plaît. Et les retours que j'ai, les mails que j'ai, etc., sont tous hyper positifs. Donc, n'hésitez, vraiment, je vous conseille d'aller sur la boutique, mais sans aucun doute de ma part. Parce que vraiment, les produits sont plébiscités par tous ceux qui en ont acheté. En ce moment, 25% de réduction sur l'ensemble des produits et la livraison offerte. Donc vraiment, allez-y, c'est le moment ou jamais. Et vous allez sûrement trouver quelque chose qui va vous plaire. Donc, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.